Alors, c'est une très bonne question, parce que la réponse est qu'en fait, au départ, il n'y a pas tellement de lien. C'est un peu comme souvent en recherche. En fait, on est vraiment parti. Moi, je suis un hépatologue et pendant plusieurs années, ben, on est parti un peu, on raisonne en silo. On est parti sur le foie. On a travaillé sur les hépatites graves. On a travaillé en créant la compagnie Alphact Innovation. On a été jusqu'à une phase 2 que j'ai mentionnée. Parallèlement, les études dans le laboratoire ont montré, encore une fois, que cette molécule avait un effet beaucoup plus large que sur le foie. Et en fait, c'est un peu circonstanciel sur le fait qu'on soit allé sur l'insulinorésistance. Mais ça, c'est le point de départ. Maintenant, ayant dit qu'on est efficace sur la résistance à l'insuline, depuis quelques années est apparu ce qu'on appelle la non-alcoholic steatohépatitis, qui est une maladie du foie sur laquelle on ne travaillait pas au début. On la connaissait même pas quand j'étais directeur d'unité. Et qui, elle, est directement liée au diabète et à la résistance à l'insuline. Oui, c'est la NASH, Antoine. La NASH, d'accord. C'est la maladie qu'avait ce journaliste sportif, oui, voilà, qui s'est opéré. Tout à fait. Et qui lui a valu une greffe du foie. Exactement. Et donc, il peut faire des cirrhoses et donc des cancers et des métastases. Oui, absolument. Voilà. Ok. Alors, juste pour rappeler, hein, je ne sais pas si on a des néophytes ou pas, mais donc la phase préclinique, c'est celle qui teste l'innocuité sur les animaux. Et vous me corrigez, Christian, la phase 1, c'est celle qui teste l'innocuité ou la non-nocivité sur l'homme. Et la phase 2, c'est celle qui, pour partie en tout cas, valide l'efficacité de la molécule. Donc, je veux bien préciser ici que vous avez été jusqu'à valider l'efficacité de la molécule sur l'hépatite fulminante. Et c'est cette même molécule que vous proposez dans l'indication résistance à l'insuline, enfin contre la résistance à l'insuline. Et c'est pour ça que vous disiez hein, que c'était dérisqué, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison que la molécule qui a été prouvée comme non nocive sur l'hépatite fulminante devienne nocive sur le cas de la résistance contre l'insuline. Ceci dit, pour bien comprendre encore, et vous m'arrêtez Christian, le mode d'administration est différent, puisque vous avez deux modes d'administration sur lesquels vous travaillez, vous l'avez dit pendant votre présentation, le mode intraveineuse sous 14 jours et le mode sous-cutané, vous savez, c'est ces petites piqûres qu'on se fait sur la peau lorsqu'on a le diabète, hein, et pour le coup, un traitement chronique qui dure 3 mois. Et c'est donc sur ce sujet-là du sous-cutané contre la résistance à l'insuline que Happy Capital intervient en levée de fonds pour ces 300 000 euros qu'on recherche. Et dans le découpage, donc vous avez besoin d'1 million d'euros pour valider l'étape préclinique réglementaire, c'est la toute dernière étape pour ce traitement en sous-cutané contre la résistance à l'insuline. Et donc 300 000 euros Happy Capital, 300 000 euros de la BPI et 300 000 euros en fonds propres, donc pris sur vos fonds TAC. Voilà. Donc, alors, tout ça pour précision. Mais allez-y, amendez, parce que si peut-être… Non, mais Antoine, c'est exactement ça. Juste ce que je veux préciser, parce qu'on veut être tout à fait clair. Quand on a fait l'étude sur les hépatites graves, sans du tout entrer en détail, parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, ça a des étiologies, des causes très diverses. Vous avez des hépatites graves dues à des médicaments, à l'hépatite A, à l'hépatite B, etc. Et donc, sur la totalité des hépatites graves, nous n'avons pas démontré l'efficacité. Mais quand on a regardé le sous-groupe d'hépatite grave due à hépatite B, là, oui, on avait des arguments d'efficacité. Et c'est ce qui nous a conduit, comme le brevet allait à expiration de façon très proche, c'est ce qui nous a conduit à faire un accord avec une société chinoise. Et notre produit va être évalué en Chine, où il y a beaucoup d'hépatite B, chez les patients avec hépatite B et maladie du foie grave. Par contre, ce que vous avez dit est parfaitement juste. Nous avons démontré l'innocuité également par voie intraveineuse chez des patients qui étaient dans un état sérieux. Donc, nous sommes absolument confiants sur l'innocuité chez des patients qui auront une résistance à l'insuline ou un diabète, etc. Mais nous devons simplement, pour des questions réglementaires, refaire une étude en phase 1, puis en phase 2, en sous-cutané, simplement parce que ça, c'est la bonne pratique. Mais nous sommes très confiants là-dessus. Voilà. OK.
Alors, j'ai une prochaine question. Christian, que signifie GNP? Ça, c'est la Good Medical Production, Good Medical Practice. C'est-à-dire, c'est vraiment la production, si vous voulez, dans des normes qui permettent d'utiliser chez l'homme la protéine, en fait. C'est-à-dire que quand vous produisez de la protéine, vous pouvez la produire d'une façon qui vous permette de faire de la recherche. Vous pouvez la produire d'une façon qui vous lui permette réellement d'être administrée chez l'homme dans des conditions de sécurité réglementaires. Alors, une question plus générale, généraliste, c'est quoi la résistance à l'insuline? Est-ce que vous pouvez revenir sur Oui. le principe donc de ce problème de l'organisme? Absolument. L'insuline est produite par le pancréas et l'insuline va aller en fait dans tous les tissus où on ne va pas entrer dans les détails, mais elle joue un rôle absolument majeur sur le métabolisme des cellules, c'est-à-dire leur capacité à proliférer, à exercer leurs fonctions normales. La résistance à l'insuline va également jouer un rôle dans la résistance aux infections. Et par exemple, actuellement, c'est un sujet très intéressant par rapport à Covid-19 comme implication. Et vous savez probablement que les personnes qui ont un prédiabète ou un diabète sont particulièrement sensibles à l'infection par Covid-19. Et en fait, un article récent montre un effet direct du virus sur les cellules qui produisent la protéine ou l'insuline. Mais une fois que l'insuline passe dans le sang, produite par le pancréas, donc elle va dans les différents tissus, il faut que les cellules soient sensibles à son effet. Ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, c'est un état dans lequel le pancréas produit de l'insuline, mais l'insuline n'arrive pas à exercer pleinement son effet quand elle arrive au niveau des cellules. Et donc, ce que notre produit fait, c'est d'agir non pas au niveau du pancréas, mais au niveau périphérique, en particulier au niveau du muscle, qui joue un rôle très important, en restaurant, si vous voulez, la réponse de la cellule à l'insuline. D'accord. D'accord. Alors, parmi les questions qu'on a, quelles sont les indications du GEP3 dans le diabète? Alors, GEP3, est-ce que c'était dans votre présentation ou est-ce que c'est… Non, je pense que c'est une erreur et c'est GLP1. Oui, je pense que c'est le liraglutide. Alors, il faut dire que, premièrement, il y a actuellement donc eu des vrais progrès dans le traitement du diabète, j'y ai fait allusion, et vous avez plusieurs produits. Vous avez en particulier ce que cette personne mentionne donc sur GLP3, qui sont vraiment des agonistes, si vous voulez, qui sont des agonistes qui sont les glucagon-like peptide récepteurs agonistes et qui vont agir de façon très schématique en restaurant une sécrétion d'insuline. Mais il y a d'autres molécules, c'est ça que je cherche à dire. On ne va pas entrer dans les détails, et il y a d'autres molécules avec d'autres mécanismes d'action. Mais donc, la question, c'était quoi? C'était qu'est-ce que c'est que le GLP3 ou quelles sont les indications ou… Je pense que la question, c'est à quoi sert le GLP1 le GLP1, pardon, oui. Le GLP1. Et oui, peut-être, vous voyez, l'autre médicament, metformine, si tu peux rappeler à quoi ils servent et dans quelles indications ils sont utiles. Voilà. Alors, donc, les agonistes de GLP, de façon générale, à quoi ils servent? Ils servent à restaurer une sécrétion d'insuline et ils servent à antagoniser également des effets négatifs, si vous voulez, du glucose. Donc, ils servent, si vous voulez, vraiment dans un traitement diabète. Ce ne sont pas des produits qui agissent sur la résistance à l'insuline. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Mais ce sont des produits qui sont très utiles actuellement. Et nous, c'est la raison pour laquelle on veut combiner chez les patients avec diabète ALF et, par exemple, les GLP-1 agonistes. La metformine, c'est différent. La metformine est un produit qui agit vraiment sur la résistance à l'insuline également. Donc, et la metformine est un produit qui est bien connu. C'est un produit qui marche bien, qui se donne par voie orale et qui ne coûte pas cher.
Le problème de la metformine, c'est que 30% au moins des personnes qui prennent de la metformine ont des troubles digestifs très importants ou importants qui les conduisent à arrêter le traitement. Et donc, même si la metformine et l'ALF ont la même indication qui est la résistance à l'insuline, nous pensons que, malheureusement d'ailleurs, un nombre très important de patients ne peuvent pas continuer la metformine et donc il y aura forcément un positionnement important de notre molécule pour le traitement sur la résistance à l'insuline. Ok, de toute façon, tout ce qui concourra à résoudre la résistance contre l'insuline est bienvenu. Hein. Oui. C'est sûr. Alors, comment aider notre pancréas à produire moins d'insuline? Il faut plutôt qu'il produise. C'est une bonne question. C'est-à-dire que quand il y a une résistance à l'insuline, la réponse de l'organisme, c'est de produire de plus en plus d'insuline, parce que comme l'insuline marche moins bien, il en faut toujours plus. Mais le problème, c'est qu'au bout de plusieurs années, il y a un épuisement de la capacité du pancréas à produire de l'insuline. Et donc, on arrive à un état où, quels que soient les traitements du diabète qu'on donne, eh bien, malheureusement, beaucoup de patients vont avoir besoin d'être traités à l'insuline parce que leur pancréas ne peut plus suffire à la demande. Donc, comment ne pas forcer, entre guillemets, le pancréas à produire de l'insuline? Eh bien, en restaurant la sensibilité à l'insuline. C'est comme si vous aviez une espèce de frein, de blocage qui faisait que vous deviez produire de plus en plus de molécules parce que la molécule n'arrive pas à exercer son effet. Donc, il faut relâcher le frein, restaurer la sensibilité et c'est ce que nous faisons. D'accord. Bon, c'est très clair. Alors, quel est le pourcentage de diabétiques pouvant bénéficier du produit? J'imagine donc le candidat médicament sur lequel vous travaillez. Est-ce qu'il y a une possibilité de donner un pourcentage de diabétiques? Est-ce que c'est 100? Est-ce que c'est 50? Est-ce que c'est… Alors, au départ, on va travailler chez des patients qui ont un diabète avéré, je dirais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ce marché, alors les chiffres exacts, peut-être Laure, tu pourras donner, parce que j'ai pas de la diapo devant moi, on calculait un peu les nombres, hein, et donc, mais en attendant, ce que je voudrais dire, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on montre l'efficacité sur le diabète, ce produit va être utilisé automatiquement chez les patients qui ont ce qu'on appelle un prédiabète. Le prédiabète, ce sont des gens qui ont un facteur de risque, un surpoids important en particulier, qui ont une glycémie qui est encore normale. Donc, quand on leur fait les tests sanguins, on ne leur dit pas qu'ils ont un diabète, mais en fait, ils ont déjà une résistance à l'insuline qui est forte. Et ces personnes, dans les années qui suivent, vont malheureusement développer un diabète. Et donc, c'est un marché qui est en train de se développer de façon considérable avec l'idée que si, et on peut repérer ces personnes, hein, simplement d'ailleurs malheureusement parce que par exemple le surpoids ou d'autres conditions permettent d'identifier les personnes à risque. Et donc, en fait, à l'arrivée, pour être clair, si on montre une efficacité dans le premier groupe de patients qui ont un diabète avéré qu'on va cibler, eh bien après, c'est tous les patients avec diabète et prédiabète qu'on va traiter. Maintenant, en termes de nombre, Laure, tu veux peut-être donner les nombres? Ok. Donc, nous, notre porte d'entrée, comme le disait Christian, c'est les patients avec un diabète avéré et plus particulièrement des patients qui sont déjà sous un traitement, soit le traitement de la metformine, soit le traitement avec les agonistes du GLP-1. Et là, on est à plus de 25 millions de personnes atteintes. Et très rapidement, en fait, si on démontre l'activité sur ces deux segments-là, ce qui serait pertinent, c'est d'aller sur tous les patients avec un diabète diagnostiqué. Et là, on va tomber sur 385 millions de personnes dans le monde. Et si on élargit ensuite aux prédiabétiques, on est avec 400 millions en plus. Donc, tout confondu, on est sur une population à 800 millions de personnes atteintes diagnostiquées. Et quand on prend l'Atlas du diabète, qui est la Bible, en fait, sur les populations diabétiques dans le monde, les prévisions
pour d'ici à 2045, c'est une augmentation de 45% du nombre de diabétiques et de prédiabétiques. Donc, le marché est énormissime, c'est même vertigineux et ça perd de son sens parce qu'on va sur un nombre de patients à traiter qui va atteindre le milliard assez rapidement, parce que dans les pays émergents comme la Chine et l'Inde notamment, le nombre de prédiabétiques explose et le nombre de diabétiques également. Bon, c'est la destinée qu'on souhaite à la molécule que d'être utile, pas la destinée qu'on souhaite à l'humanité, qu'elle compte 1,5 milliard de diabétiques demain, mais bon, gageons que votre molécule soit gagnante et qu'on évite ça, avec plaisir. Et donc, pour répondre à la question de pharmacie des Vespins, le pourcentage de diabétiques pouvant bénéficier du produit, si on se ramène à ce que vous disiez, Christian, relativement à la metformine, et des 30% de ceux qui en prennent qui sont indisposés et qui finissent par arrêter, c'est déjà ces 30%-là qu'on s'est adressé si ALF 5755 fonctionne. S'il fallait être petit joueur, quoi. Voilà. Ce qui est déjà un joli univers. Et alors, j'en profite, là, je rajoute une question, mais parce qu'on a un peu le temps, si vous avez la patience, Christian. Est-ce qu'on peut faire la différence? On a bien compris prédiabète, diabète, c'était très clair. Est-ce qu'on peut faire la différence ou préciser ce que veut dire type 2 dans diabète de type 2? Oui, il y a deux types de diabète, si vous voulez. Non, mais effectivement, vous avez le diabète de type 1, qui est un diabète essentiellement de l'enfant et de l'adolescent, où en fait le pancréas est détruit par une réponse immunitaire contre les cellules pancréatiques, réponse immunitaire qui est souvent d'ailleurs déclenchée par des infections virales intercurrentes. Donc là, le surpoids ne joue pas du tout de rôle, la sédentarité, c'est vraiment une maladie, encore une fois, de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte jeune, qui est déclenchée par une réaction auto-immune inappropriée. Le diabète de type 2, qui est vraiment ce dont on parle aujourd'hui, j'aurais dû le préciser d'ailleurs, merci pour votre question, parce que j'aurais dû le préciser. Le diabète de type 2, ça n'a rien à voir, c'est vraiment le diabète, si vous voulez, de l'adulte, avec comme facteur le surpoids, la sédentarité, l'alimentation, entre guillemets, western style, et comme facteur majeur, on le répète tout le temps, la résistance à l'insuline qui conduit. Donc, dans le diabète de type 1, il y a une incapacité intrinsèque du pancréas à produire suffisamment d'insuline parce que le pancréas est atteint. Mais par contre, l'insuline qui est produite, elle a son efficacité. Dans le diabète de type 2, c'est l'inverse. Le pancréas est capable de produire de l'insuline, mais il va falloir qu'il en produise de plus en plus parce que quand ça arrive en périphérie, cette insuline ne va pas bien marcher. Ok. Bon, je vois qu'il y a pas mal de questions qui sont arrivées. Là, il nous reste 17 minutes et normalement, ça devrait rentrer dans le temps imparti. Question de Maël. Pourquoi y a-t-il des protocoles différents pour l'administration intraveineuse? Enfin, pourquoi y a-t-il deux protocoles différents, donc intraveineuse et sous-cutanée? Les différences, on les a expliquées, mais peut-être ce serait bien d'y revenir. Et pourquoi, en fait, je crois que derrière la question, c'est est-ce qu'il y a des cas plus graves dans lesquels intraveineuse serait le seul traitement pertinent et des cas moins graves dans lesquels le chronique sous-cutané serait plus pertinent? Voilà, c'est un peu ça la question, je pense. Voilà, non, mais je suis très content. Je vous remercie qu'on puisse revenir sur ça parce qu'effectivement, c'est fondamental à comprendre. Non, il n'y a pas de situation où on devrait revenir à la voie intraveineuse. Ce n'est pas le sujet. Le point est le suivant. On a la possibilité, du fait de ce qu'on a fait sur les maladies du foie, sur une durée maximale de 14 jours, à condition d'utiliser par la voie intraveineuse, on peut faire une première étude de phase 2 qui va nous permettre de montrer, non pas un effet, si vous voulez, sur le diabète, parce que ce serait trop court comme type de traitement, mais on va pouvoir vraiment démontrer chez des patients qui seront des volontaires, qui seront des patients avec résistance à l'insuline, avec obésité, diabète, etc., avec des protocoles qui sont très bien connus, qui sont très bien caractérisés, très réglementaires. On peut démontrer avec une injection intraveineuse ou un petit nombre d'injections intraveineuses que notre produit chez l'homme, effectivement, restaure la sensibilité à l'insuline.
Ça, c'est la première étude de phase 2 qu'on peut faire dès que notre protéine est produite. Mais ça ne nous donnera pas la réponse sur le diabète. D'où la deuxième étude de phase 2 qui est plus longue. Vous avez vu qu'elle est de 12 semaines. Et là, il faut qu'on soit par voie sous-cutanée. Et c'est là où on va évaluer pendant 12 semaines, soit en combinaison avec la metformine, soit en combinaison avec d'autres produits comme on l'a discuté, comme le liraglutide ou d'autres, comment on peut potentialiser les effets. Mais là, il faut qu'on soit par voie sous-cutanée, parce qu'on ne va pas imposer aux gens une voie intraveineuse pour ce type de traitement. Et ce sera la voie réellement utilisée. Si vous regardez par exemple pour le liraglutide, comment cette molécule, comment la compagnie a développé, a montré son efficacité, ça a été par des études de ce type-là qui étaient conduites en sous-cutané. Ok. Merci. Alors, est-ce qu'il est possible que vos concurrents finalisent une mise sur le marché avant TAC? Alors, ça dépend sur quel sujet. Et sont toutes de très bonnes questions d'ailleurs. C'est que sur la résistance à l'insuline, nous avons un concurrent qui est Poxel, c'est ce que j'ai montré, qui est en phase 3. Donc la réponse est oui. Ils peuvent très bien arriver avant nous, absolument. Ils ne résoudront pas le problème avec leurs molécules, et je ne dis pas du tout ça de façon négative, mais c'est indiscutablement, ce sont des concurrents et ils peuvent arriver. Mais nous ne voyons pas du tout, si vous voulez, c'est tellement complexe, il n'y aura pas une molécule qui va résoudre tout le problème. C'est pas comme ça que ça va se passer. Et notre molécule agit non seulement sur l'homéostasie glucidique et d'ailleurs aussi lipidique, mais comme un anti-inflammatoire. Et notre molécule a un effet très complémentaire de celle, par exemple, de Poxel. Sur la manière dont nous voyons les choses pour la résistance à l'insuline, c'est oui, c'est possible qu'ils arrivent avant nous. Les autres, on est plutôt en avance, hein. Mais par rapport à eux, on peut arriver derrière. Mais même si on arrive derrière, on aura une utilité. Sur le diabète, par définition, on arrive derrière puisqu'il y a des produits qui sont déjà arrivés sur le marché. Mais, donc nous, notre point, c'était pas d'arriver les premiers. Par contre, si on démontre qu'en add-on, en associant notre molécule à ces produits, on en renforce l'efficacité et la durée, on aura un impact majeur. Et si vous substituez à metformine pour ceux qui le supportent mal, absolument. Effectivement. Et après, on l'a rappelé déjà, mais GLP-1 agoniste, ça pilote le niveau de glycémie dans le sang, mais ça ne lutte pas contre la résistance à l'insuline quand même. Donc, non, voilà, les agonistes de GLP-1 vont vraiment agir sur tout ce qui se passe entre glucagon, production d'insuline, mais pas sur la résistance à l'insuline au niveau des tissus périphériques. Ok. Alors après, on a une question encore de la pharmacie des Vespins. Merci de du caractère prolixe de vos questions. Voie d'administration du produit, ça, on l'a déjà largement évoqué ce point. Donc, Monsieur Baggio qui nous pose une question. Vous recherchez 300 000 € via Happy Capital. D'où viendrait le reste de la levée? Est-ce que ce sont des investisseurs spécialisés déjà présents en capital? Alors, je l'ai brièvement exposé. Donc, la recherche, là, c'est 1 million d'euros pour cette fin de phase préclinique qu'on qualifie de réglementaire sur l'indication contre la résistance à l'insuline en sous-cutané. Voilà. Et donc, Happy Capital concourt à hauteur de 300 000 €. C'est donc l'objectif de cette levée de fonds qui est ouverte à partir de 691 €, donc ticket minimum. À côté, BPI concourra à hauteur de 300 000 € et vos fonds propres, partiellement issus des 2,2 millions d'euros que vous évoquiez avec votre partenaire chinois, concourront donc aux 300 autres 1 000 €. Enfin, voilà, de sorte à pouvoir financer donc cette phase capitale qui est la fin de l'état préclinique réglementaire qui va permettre au traitement contre l'insuline, contre la résistance à l'insuline, d'entrer dans sa phase clinique. Voilà. Je vais juste rajouter un point, c'est la participation de la BPI. Donc,
En réalité, on a passé un concours. La société TAC a concouru à un appel d'offres qui s'appelle InnovUp Leader PIA, qui est très, très compétitif. Et nous avons été lauréats de ce concours sur ce projet-là. Et donc, nous recevons de BPI 366 000 euros. OK. Merci beaucoup. Alors, on a une question ensuite, et vous pouvez continuer à poser vos questions parce qu'il reste 11 minutes, il y a la place. S'agit-il d'un traitement chronique ou ponctuel? Encore une fois, la pharmacie. On y a répondu, c'est un peu les deux, non, Christian? Alors, non, mais ce sont des points. À la fin, ce sera un traitement chronique. Et c'est pour ça qu'on doit être en sous-cutané. Il y a une question qui n'a pas été posée encore, mais que, à mon avis, certaines personnes pourraient avoir envie de poser, qui est pourquoi est-ce que vous passez pas à une forme orale? Et je voudrais dire que c'est quelque chose, bien sûr, sur lequel on réfléchit, mais qui pose un certain nombre de questions. Mais je voudrais simplement devancer ça en disant que, évidemment, la forme sous-cutanée, si vous voulez, est parfaitement acceptable quand on pense à un traitement diabète, enfin quand on sait que la même. Et puis après, vous pouvez travailler sur des formes retard. Il faut bien comprendre que le développement d'un médicament se fait par de nombreuses étapes. Et donc, ce dont on parle aujourd'hui, ce sont les premières étapes du développement du médicament. Mais ayant dit ça, nous pensons, si vous voulez, que dans l'avenir, c'est un médicament qui se prendra de façon chronique. Et c'est la raison pour laquelle l'innocuité dont on a parlé à plusieurs reprises est si importante. Oui, parce qu'effectivement, on a sans doute plus d'effets de bord, enfin, je parle avec mes mots, hein, sur la prise d'un médicament pendant 3 mois que sur 14 jours. Quoi. Fatalement, c'est forcément pas les mêmes réactions de l'organisme. Oui, et puis les 3 mois, je veux bien dire hein, que c'est parce qu'on veut démontrer des choses. Mais si on démontre dans nos études de phase 2 sur 3 mois, l'implication derrière, c'est que les gens vont prendre ça à vie. Hein. Mais alors, c'est intéressant cette question parce que du coup, si on tire un peu la pelote ou si on pousse un peu le bouchon, est-ce que ça voudrait dire que si votre candidat médicament a l'efficacité escomptée, ceux qui prennent des add-ons type GLP-1 agoniste pourraient s'arrêter d'en prendre? Alors, ça, on ne peut pas dire ça. Au stade où on en est, c'est pas impossible, mais on ne peut pas le dire. Et très honnêtement, ça, on pourra le dire quand on aura conduit plus d'études. Donc, nous n'avons pas cette prétention. Je crois qu'on doit rester profondément honnête et réaliste sur nos résultats. Notre produit pourrait être pris de façon continue, ça oui, mais remplacer complètement les autres médicaments, ça, on ne peut pas le dire actuellement. Non, mais c'est votre prudence vous honore, mais la logique, c'est que si on arrive à réguler cet effet de résistance à l'insuline, ben, fatalement, il n'y a plus de sujet de baisser la glycémie dans le sang. Vous voyez, c'est ça la simple logique. Mais c'est simple, hein, j'imagine bien que c'est de loin pas si simple. Ce qu'il faut ajouter, c'est que le développement du diabète, c'est presque entre 10 et 20 ans d'une pathologie qui est asymptomatique. Quand on commence à détecter le diabète, en fait, les gens ont commencé en fait à construire leur maladie depuis plusieurs décades. Donc, au moment où on va proposer notre molécule, il y a des gens qui, de toute façon, vont avoir déjà ce diabète qui existe. Parce que, Antoine, ce que vous dites en réalité, c'est nous, on va prévenir l'apparition du diabète. C'est vrai. Mais il y aura quand même probablement 400 millions de personnes dans le monde qui auront déjà débuté leur diabète. Et donc, on ne va pas pouvoir le prévenir chez eux. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est progressivement stabiliser leur maladie. Donc, traiter la partie hyperglycémie avec les molécules qui sont déjà sur le marché et traiter la partie résistance à l'insuline pour qu'elle ne s'aggrave pas avec notre molécule et dans l'objectif qu'elle s'améliore également. Mais si le diabète met 20 ans à se développer, vous pensez bien que la résistance à l'insuline, pour la faire revenir dans des conditions normales, ça ne peut pas se passer même en 3 mois de traitement. Bien sûr. Alors, 4 questions, 6 minutes. Pouvez-vous expliquer ce que sont les ROS et leur rôle dans la résistance à l'insuline? Est-ce que ROS… Exact.
Donc, les ROS, ce sont ce qu'on appelle Reactive Oxygen Species. Au fond, ce sont des molécules, si vous voulez, pour faire très simple et court, qui déclenchent l'inflammation. Elles représentent quelque chose qui est maintenant dont on comprend bien l'importance, qui est le stress oxydatif. C'est-à-dire, l'idée, c'est que ces molécules sont générées par l'inflammation, elles aggravent également l'inflammation, et les ROS attaquent, si vous voulez, des protéines dans les cellules, attaquent le matériel génétique, l'ADN, provoquent des lésions et contribuent, si vous voulez, à entretenir un état inflammatoire. Donc, Reactive Oxygen Species, ce sont encore une fois des molécules, des toutes petites molécules qui ont un effet très nocif sur les constituants, si vous voulez, de nos cellules. Et notre molécule, ALF 5755, agit en diminuant la production de ces ROS et en diminuant l'inflammation. Ok. Alors, question plus poil à gratter, le fait que vous ayez donné votre brevet aux Chinois représente-t-il un danger pour TAC? Alors, c'est pas donné, hein, c'est vendu et encore, c'est pas du tout. Voilà, allez-y. Voilà, mais non, mais c'est une question, tout ça a du sens, hein. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a deux choses. Sur le foie, on a vendu le brevet aux Chinois. Ils font leur étude sur le foie en Chine, parce qu'il y a beaucoup de patients avec hépatite B, et la société TAC touchera les royalties. Si je veux être un peu cynique, ils font le job pour nous. Sur la résistance à l'insuline, la situation est très différente. Ils ont accès au brevet, à la licence, uniquement sur le territoire chinois. Mais la société TAC a gardé les droits sur tout le reste du monde. Et par ailleurs, l'argent qu'ils nous ont fourni n'a pas été associé à des actions. Autrement dit, ils ne sont pas actionnaires de la compagnie. Okay. Peut-être aussi pour ajouter quelque chose, on a un accord de partenariat de développement avec cette structure chinoise. Donc, on est dans une relation de collaboration pour tout ce qui est production de la protéine et travail autour de la résistance à l'insuline. Et j'ai envie de dire, si d'aventure ils arrivaient à développer des choses plus vite que nous sur la Chine, mais puisqu'on est en partenariat, la probabilité est qu'on avance concomitamment. Mais s'ils y parvenaient, ça serait tout bénéfice pour nous, parce que tous les résultats qui vont être générés, que ce soit par eux ou par nous, bénéficient à la collaboration des deux. Ok, super. Alors, il reste 2 questions. Merci beaucoup pour vos réponses. Avant de préconiser votre médicament, dispose-t-on des bons outils diagnostiques et à quelles étapes cette prescription pourrait-elle arriver? Alors, donc c'est ce qu'on se disait déjà hein, sur le prédiabète. Parfois, on a du diabète, on ne sait pas le mesurer avec la glycémie, mais il y a c'est presque des signes physiques en fait, hein, ce que vous évoquez. Non, mais c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que en fait, il y a la situation actuelle et le futur potentiel. Dans la situation actuelle, on a les critères habituels, si vous voulez, du diabète, on les connaît bien et c'est très très bien caractérisé. Entre l'hémoglobine glyquée et le niveau de glycémie dans le sang, les diabétologues ont totalement les outils en main pour définir les indications et pour suivre l'efficacité du traitement. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, quand on passe au prédiabète, effectivement, c'est une définition qui est un peu plus compliquée puisque la glycémie est normale. Donc, vous allez faire dans un laboratoire de biologie la glycémie à jeun, elle ne va pas être anormale. Donc, on ne va pas vous dire d'emblée vous avez un diabète parce que vous n'avez pas encore un diabète. Là, il s'agit, et maintenant on sait bien l'identifier, de personnes qui ont des facteurs de risque. On vient toujours au surpoids. Et chez qui, alors là, on peut faire d'ailleurs des examens un peu plus spécialisés qui vont montrer la résistance à l'insuline. Donc, mais à l'arrivée, la réponse est quand même oui, on a les outils. Et la diabétologie a progressé d'une façon qui nous permet d'avoir les outils. Ok, alors j'ai une dernière question, je ne suis pas sûr de la comprendre. Observance d'un produit injectable chez un prédiabétique. Pardon, observance d'un produit injectable chez un prédiabétique qui ne se sent pas malade. Ça peut être observé. C'est vrai. C'est vrai. C'est comment réussir à convaincre des gens
Ouais. À qui, sur les examens habituels, on dit vous allez très bien, Ah oui, qu'en fait, ils doivent se traiter pour prévenir un risque bien sûr. qui, de leur point de vue, est un risque un peu théorique. C'est une grande question de santé publique, ça. On pourrait en parler pour le port du masque pour le coronavirus. Hein. Je rappelle en Euh, passant que pardon? je rappelle en passant que vous faites partie du Global Virus Network Ouais. qui est le sujet au niveau mondial et qu'on a pu vous voir sur CNews plusieurs fois, ou BFM, je ne sais pas. Donc voilà. Mais allez-y, je vous en prie. Merci. Non, mais la comparaison m'est venue spontanément parce que c'est toute la question, effectivement, de la médecine préventive. Alors, la réponse à la question, c'est là, il s'agit, dans le cadre du prédiabète, de personnes qui ont des facteurs de risque avérés, connus, et que ces personnes sont capables de reconnaître. Mais c'est une bonne question. On ne peut pas garantir qu'il y aura 100% d'observance sur des injections sous-cutanées chroniques chez des personnes avec prédiabète. Mais même, ce que disait Laure tout à l'heure, même si, même si on a un pourcentage, j'en sais rien, mais même si on dit 60, 70%, etc., on arrive à des chiffres hallucinants en termes de prévalence. Il faut tout simplement rappeler, hein, je suis actuellement aux États-Unis, que vous avez jusqu'à 40% d'obèses. Hein, on parle de vraie obésité, hein, on ne parle pas de surpoids. Et en France, heureusement, on n'est pas dans ces chiffres-là, mais néanmoins, c'est un vrai problème. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience quand même beaucoup plus forte des risques qui sont associés à ça, mais c'est une vraie question, la question de l'observance. Ok. Guérit le prédiabète. C'est une question subsidiaire. Ouais. Donc Est-ce qu'on guérit le prédiabète? Je dirais que, à mon avis, la réponse honnête est non. D'abord, la réponse honnête est on ne sait pas. Et la réponse honnête après est, moi je pense qu'on peut stabiliser un prédiabète et on peut l'empêcher de passer au stade de diabète. Mais je vais vous dire, comment on peut guérir le prédiabète? Je réponds mal en fait. Oui, la réponse elle est simple. Maigrissez, faites beaucoup d'exercices, menez une vie parfaitement saine. Très probablement, le prédiabète va soit guérir, soit régresser de façon très forte. Notre produit va permettre à des personnes, ça ne veut pas dire que notre produit veut dire que les gens ne vont pas faire d'exercice, ne vont pas maigrir, il faut bien qu'on soit clair, mais notre produit va permettre d'être complémentaire à ces efforts et de contribuer à la guérison. Autrement dit, notre produit à lui tout seul n'a pas la prétention de guérir, il a la prétention de stabiliser et d'empêcher la progression. Mais associé à des mesures d'hygiène, oui, à ce moment-là, on aura le résultat complet. Ok. Bon, merci beaucoup de vous Merci être rendu disponible. Christian, j'ai une dernière question. Est-ce que vous seriez d'accord pour en refaire une? Parce que c'est vrai, ce que disait Laure, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas pu venir pour une raison X ou Y, et on peut changer de logiciel pour la prochaine fois, hein, si vous êtes plus à l'aise sur un autre, ou s'il se trouve que voilà, celui-là n'a pas convenu à tout le monde. Ce serait OK pour en refaire une peut-être Bien en sûr. tête? Non, mais avec plaisir, on a eu, je trouve, des bonnes questions. OK. Absolument. Merci beaucoup. Et ben, écoutez, si vous prenez des vacances, je vous les souhaite bonnes. Si vous n'en prenez pas, ben, j'espère que votre été sera bon quand même. Je vais juste rappeler, donc TAC est aujourd'hui accessible à la souscription pour un ticket minimum de 691 €. On a pour l'instant collecté près de 20 000 € en une semaine et demie à peu près. Et donc n'hésitez pas à venir vers nous pour toutes vos questions s'il y en a d'autres. On est sur une valorisation aux alentours de 13 800 000 €. Et bien sûr, TAC, comme tous les autres projets sur Happy Capital, offre un crédit d'impôt de 18% des sommes investies. Ce qui, au-delà de l'opportunité d'investissement, présente donc une forme de limitation du risque. Même s'il existe, votre capital n'est pas garanti. Mais on tâche, et je pense que c'est un exemple probant de trouver des sociétés innovantes qui ont un impact social. C'est bien là notre ADN, donc on espère que ça vous a plu. Laure, Christian, si vous voulez conclure, c'est avec plaisir. Non, bah écoutez, je trouve que vous avez parfaitement conclu. On est très heureux d'accueillir toutes les personnes qui sont intéressées.
Je pense que vous avez senti notre enthousiasme, mais un enthousiasme qui est teinté de réalisme dans la stratégie. Et donc, on sera évidemment extrêmement heureux d'accueillir toutes les personnes intéressées dans cette aventure. Bon, merci.